Voici un ciel parsemé de quelques nuages. Ce ciel diurne éclaire de sa belle lueur bleue, mais nous cache ainsi la vue du cosmos qui se trouve pourtant derrière cet écran lumineux. Et d'abord, pourquoi cette teinte bleue en l'absence de nuages? Cette dominante bleue est due à la diffusion par notre atmosphère de la lumière émise par le Soleil. C'est le physicien anglais Rayleigh qui en donne à l'explication scientifique vers 1870. La lumière provenant du Soleil, dite lumière blanche, est la superposition, la combinaison de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel des rayonnements visibles. Toutes ces couleurs sont donc bien présentes et combinées dans la lumière solaire blanche. Depuis celle à courte longueur d'onde, comme le violet ou le bleu, jusqu'à celle à grande longueur d'onde, comme le rouge. Mais lors de la rencontre de cette lumière avec les éléments de notre atmosphère, les différents rayonnements sont modifiés. Seuls les rayonnements de courte longueur d'onde, vers le bleu, sont diffusés dans toutes les directions et envahissent ainsi le ciel. Par contre, au coucher du soleil, à cause de l'angle d'incidence des rayons, la diffusion bleue n'a plus lieu et une couleur rouge-orange teinte alors le ciel. Supposons maintenant qu'en plein jour, et par un souffle magique, nous puissions balayer en un instant notre atmosphère. Notre cité serait alors comme en pleine nuit, sous un ciel noir étoilé. Ce serait spectaculaire, passant subitement du jour à la nuit. De jour, nous oublions le cosmos dont nous faisons pourtant partie. Cependant, même la nuit, l'atmosphère nous masque d'innombrables étoiles, à cause des illuminations artificielles, émettant beaucoup trop leur lumière vers le ciel. Les particules en suspension dans l'air diffusent cette lumière inutile. C'est la cause de la pollution lumineuse. Si cette pollution lumineuse continuait à progresser au rythme des années passées, les générations futures n'apercevraient plus que quelques étoiles dans le ciel nocturne, à moins d'aller au beau milieu d'un désert ou d'un océan. On peut voir ici la preuve de cette nuisance grandissante au niveau de notre planète. Mais l'observation astronomique n'est pas seulement restreinte par l'atmosphère. La portion de ciel nocturne que nous pouvons observer depuis un endroit de la Terre et à un instant donné varie en effet suivant l'endroit et l'instant d'observation. En un endroit donné, de nuit, si nous regardons toujours dans une direction fixe, par exemple vers le sud, au cours du temps qui s'écoule, ce regard fixe par rapport à la Terre tourne avec elle, entraîné par elle. Disons que notre regard bascule lentement vers l'est par rapport aux étoiles, vers la gauche pour simplifier. Les étoiles extrêmement éloignées restent fixes dans l'espace, mais ce sont elles qui semblent tourner en sens inverse, vers la droite. Les constellations défilent ainsi d'est en ouest, et après 6 heures, celles qui étaient au sud sont passées à l'ouest. Et après 24 heures, elles reviendront au sud. De même, à un instant donné, la portion de ciel observée est différente suivant la latitude et la longitude terrestre. Rappelons que depuis le Groenland, on verra les constellations proches de l'étoile polaire, et que depuis l'Antarctique, on verra les constellations complètement à l'opposé, comme la Croix du Sud par exemple.
Toutes les considérations précédentes montrent que notre perception du cosmos est particulièrement gênée par sa restriction à une observation depuis la Terre. Ceci nous incite à considérer les choses d'un point de vue extérieur, disons de façon imagée, à prendre de la hauteur, ce qui est réalisé à l'aide de sondes et satellites envoyés dans l'espace par nos fusées. Pour un astronaute, à bord d'un vaisseau spatial vers Mars, la sphère céleste présenterait le même aspect que depuis la Terre. Ces points lumineux sont presque tous des étoiles, objets extrêmement éloignés. Une étoile est une énorme masse sphérique en constante réaction de fusion thermonucléaire, dont nous retiendrons seulement ici, pour simplifier, que c'est une boule énergétique émettant de la lumière dans toutes les directions. Toutes les étoiles, aux dimensions gigantesques, sont cependant si éloignées de nous qu'elles restent vues comme des points lumineux. Notre étoile, le Soleil, est cependant si proche de nous qu'on l'aperçoit sous forme d'un disque et non d'un point. Bien que le Soleil soit à 150 millions de kilomètres de nous, son diamètre de 1 400 000 km nous permet de le voir ainsi sous un angle sous lequel on verrait un enfant d'1,40 m à 150 mètres. On appelle cet angle son diamètre apparent, qui vaut environ dans ce cas un demi-degré. Toutes les autres étoiles sont vues avec un diamètre apparent proche de 0. Elles sont ponctuelles. Les étoiles constituent la majeure partie de l'univers visible et se comptent par milliards, d'une grande variété de tailles, de luminosité et de couleurs. Elles sont très éloignées les unes des autres, mais regroupées en îlots, eux aussi très éloignés les uns des autres, dans l'immensité de l'univers. Ces îlots, contenant chacun des centaines de milliards d'étoiles, sont des galaxies. Même dans leur galaxie, les étoiles sont tellement éloignées les unes des autres que si elles étaient réduites à la taille de grains de sable, les distances les séparant seraient de l'ordre du kilomètre. Le volume du cosmos visible semble essentiellement constitué de vide. Cette image montre 3 galaxies. Chacune d'entre elles se dessine comme une tache floue, dans laquelle les centaines de milliards d'étoiles qui la composent ne peuvent pas y être individualisées. Les distances entre ces galaxies sont encore bien plus grandes qu'entre les étoiles, et on dénombre des milliards de galaxies dans l'univers. Leurs formes sont très variées. Elles sont classées en types: virales, elliptiques, lenticulaires, etc. Le Soleil est l'une des 200 milliards d'étoiles de la galaxie dans laquelle nous sommes. Toutes les étoiles que nous voyons sur la voûte céleste sont dans notre galaxie. Ainsi, sur les images montrant des galaxies, les étoiles de notre galaxie sont souvent présentes. Nous ne pouvons apercevoir ces lointaines galaxies qu'au travers de ce rideau d'étoiles proches. Notre estimation habituelle des distances est restreinte à ce qui se trouve proche de nous et celle du temps à notre échelle de vie humaine. Mais l'exploration de l'univers nécessite un changement d'échelle et d'unité de mesure des distances. Une unité astronomique pour les grandes distances est l'année-lumière.
Son nom est trompeur puisque c'est bien une distance. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière durant une année à la vitesse de 300 000 km par seconde. L'étoile la plus proche du Soleil se trouve à 4 années-lumière de nous. C'est-à-dire qu'à 300 000 km par seconde, sa lumière met donc 4 années pour parvenir jusqu'à nous. Cette échelle de distance nous est hors du commun. Notre Voie lactée s'étend sur plus de 100 000 années-lumière. Seules les données scientifiques permettent d'en concevoir l'aspect dans l'espace. Voici une galaxie qui ressemble à la nôtre, une des plus proches de nous, visible dans la constellation d'Andromède, une superbe galaxie spirale. Nous ne pouvons distinguer ces étoiles, mais on peut en deviner certains grands amas d'étoiles, bleutées, ainsi que ces énormes bandes de poussière. Tous les points lumineux ronds, plus ou moins gros, sont des étoiles de notre propre galaxie. Sauf là, ceci est une petite galaxie. Et là, c'est une autre galaxie. Il y a donc 3 galaxies visibles sur cette image. Tous les autres objets lumineux sont des étoiles de notre Voie lactée. La grande galaxie, M31, est distante de plus de 2 millions d'années-lumière. L'image que nous en voyons correspond donc à l'état dans lequel était cette galaxie il y a plus de 2 millions d'années. L'astronomie est un fabuleux plongeon dans le passé, qui permet, en étudiant les objets de plus en plus anciens, de chercher à reconstituer l'histoire de l'univers. C'est sur l'analyse scientifique de ces observations que se fonde la théorie du Big Bang, remontant à plus de 13 milliards d'années. Voici donc cette galaxie M31, vue sur une image de la voûte céleste prise par un simple appareil photographique, sans télescope. On la distingue par une petite tache floue, différente des images rondes des étoiles. Il en existe une deuxième sur cette image, la galaxie M33, située dans la constellation du Triangle. Tous les autres points lumineux sont des étoiles de notre Voie lactée. Revenons à notre galaxie, la Voie lactée. Et d'abord, pourquoi ce nom ? Nous sommes avec notre étoile, le Soleil, un peu plus proche du bord que du centre de la galaxie. Voici un dessin la figurant, vu de profil. La majorité de ces étoiles
se situe dans une sorte de disque aplati, au centre duquel se trouve une énorme concentration d'étoiles, le bulbe. Depuis la Terre, si nous regardons dans une direction du plan du disque, nous verrons beaucoup plus d'étoiles que si nous regardons dans une direction perpendiculaire. C'est la raison pour laquelle, sur le fond de ciel noir, une bande plus claire se dessine, justement dans la direction du plan de notre galaxie. Cette bande, qui paraît laiteuse, est à l'origine du nom de Voie lactée, donné à notre galaxie. À cause de la pollution lumineuse, elle n'est pas visible comme ici. Mais en la suivant du regard, nous pouvons situer mentalement notre galaxie dans l'espace, puisque nous regardons dans la direction du plan du disque de notre Voie lactée. Jusqu'alors, ce sont les étoiles qui ont attiré notre attention, par leur constellation sur la voûte céleste et leur regroupement en galaxies. Cependant, si elles sont prépondérantes, de nombreux objets partagent avec elles l'espace. Planètes, astéroïdes, comètes et autres. Nous les verrons plus loin dans cette promenade, mais ils ont en commun avec les étoiles d'être issus d'une même origine. Cette origine commune repose sur deux phénomènes physiques théoriquement complexes, mais dont on peut comprendre facilement l'essentiel sans entrer dans leurs détails. Il s'agit de la gravitation et de la fusion thermonucléaire. La gravitation nous est familière. C'est elle qui attire tout objet vers le sol. La première formulation scientifique de la gravitation nous vient de Newton, dont on connaît la célèbre légende de la pomme. Suivant cette loi newtonienne de gravitation universelle, deux corps quelconques, placés dans l'espace, à une distance quelconque l'un de l'autre, s'attirent mutuellement par une même force F, qui les met en mouvement l'un vers l'autre avec une certaine accélération. Cette gravitation est présente dans ces immenses nuages de gaz et de poussière. Les masses de ces nuages sont énormes et leurs dimensions inimaginables, comptées en années-lumière. Leurs particules et atomes sont extrêmement éloignés les uns des autres et comportent pour certains essentiellement de l'hydrogène, le plus simple des éléments, dont l'atome ne comprend qu'un seul proton comme noyau, avec un seul électron orbitant autour. Suivant la loi d'attraction gravitationnelle, ces atomes très éloignés les uns des autres s'attirent mutuellement par des forces extrêmement faibles. Mais cette attraction des innombrables atomes les uns vers les autres se fait durant des milliers d'années. Ceci de façon non homogène, un peu comme dans une soupe où se forment des grumeaux. Ces atomes se concentrent ainsi par endroits, où ils s'effondrent les uns sur les autres. Dans un espace de plus en plus restreint, avec une masse totale énorme, la pression augmente de façon si forte que la température y devient extrême. Cette température devient tellement élevée qu'elle permet le déclenchement du phénomène physique de fusion thermonucléaire, qui va donner naissance à une étoile dans ce nuage.
C'est donc bien la gravitation qui va provoquer la fusion thermonucléaire, conduisant à la naissance des étoiles. Les chaînes de réaction de fusion nucléaire sont complexes. Tentons une approche élémentaire du phénomène. La pression et la température deviennent telles que deux atomes d'hydrogène fusionnent pour former un atome d'hélium, constitué de deux électrons tournant autour de deux protons. La réaction thermonucléaire commence, dégageant une énorme énergie de rayonnement, et une étoile se forme au sein du nuage. Ces deux phénomènes, la gravitation et la fusion nucléaire, sont ainsi au cœur de la naissance d'une étoile au sein d'un tel nuage d'hydrogène. Toute étoile est née ou naîtra de cette manière, en fusionnant son énorme masse d'hydrogène en hélium, et continuera sa vie de cette manière. Notre Soleil en est un exemple. Né il y a 5 milliards d'années, il continue chaque jour à transformer son stock d'hydrogène en hélium et finira sa vie dans 5 milliards d'années. Les plus grosses étoiles meurent en explosions gigantesques, avec fusion d'éléments de plus en plus lourds, fabriquant ainsi tous les éléments connus, dont les noyaux comportent beaucoup de protons et autant d'électrons. Comme le carbone, l'oxygène, ou l'uranium avec ses 92 protons et 92 électrons. Ces explosions d'étoiles en supernova ont engendré d'immenses nuages d'éléments lourds divers qui ont contribué à former tous les corps célestes et tous les matériaux que nous connaissons. Un même nuage d'hydrogène peut donner naissance à plusieurs étoiles qui resteront relativement proches toute leur vie et de même âge. Ces ensembles sont appelés des amas d'étoiles. Si on peut les compter parfois par centaines, on les appelle des amas ouverts, comme celui-ci. Cet amas ouvert de la constellation du Taureau, les Pléiades, est nettement visible à l'œil nu en hiver. Superbe dans une paire de jumelles. Parfois, il est impossible de différencier les étoiles d'un amas, tellement elles sont nombreuses. On dit qu'il s'agit d'un amas fermé, comme celui-ci, qui comporte presque 1 million d'étoiles. Il est situé dans la constellation Hercule et est visible aux jumelles. Ce double amas est aussi visible aux jumelles, dans la constellation Persée.